Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour et très bonne matinée à tous. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce premier Bonjour d'Algérie de la semaine. Nous sommes donc le lundi 7 décembre et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la rubrique de Greg Hassan. Et avec lui aujourd'hui, nous nous intéresserons au parcours de Mohamed Salah Siddiq. Yazid Ait Mahidine sera également parmi nous dans sa rubrique dédiée au centenaire de Mohamed Dib. Nous découvrirons ou redécouvrirons ensemble le livre intitulé Comme un bruit d'abeilles. Côté invité, nous aurons le plaisir de recevoir M. Omar Akam, consultant formateur en sécurité informatique. Et avec lui ce matin, nous allons nous intéresser à une formation très intéressante. Il s'agit de la formation d'hacker éthique. Et puis, nous recevrons également M. Ghazli Rachid, qui est sous-directeur de la sécurité routière à la DGSN. Et avec lui, nous parlerons aujourd'hui du respect des gestes barrières, notamment du port de la bavette et l'obligation de porter cette dernière. Voilà donc les différentes thématiques que nous allons aborder à travers nos différents plateaux. Donc le sommaire accompagné d'une très belle chanson, celle de Abdelkrim Zouaoui, connu sous le nom de Cricri, donc celui qui a aussi composé la musique de Asabwa Aoutal. Donc merci à toute l'équipe pour le choix de cette belle musique. Et avant de commencer donc ce bonjour, avant de recevoir les premiers invités, je vous invite à recevoir Amel Laribi pour le premier point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Lia. Comment ça va? Ça va, merci. Froidement? Froidement, oui. Toute la semaine? Alors vous allez nous en dire. Aujourd'hui, on va faire une petite pause. D'accord. Mais ben, demain, ça va revenir encore. Mais en tout cas, c'est pas plus mal. Là, alhamdoulilah. Allez-y, Amel. Merci Lilia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord avec quelques pluies par intermittence. Et à noter, un facteur très important pour aujourd'hui, c'est les vents. Les vents qui souffleront assez fort sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, mais plus sur les régions de l'ouest. La moitié sud, excepté quelques voiles, vers la Saoura également le Égard. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent vers le sud-ouest, l'extrême sud, le Sahara central, le Nord-Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt froides et fraîches pour la saison. Le minimum 6 degrés du côté de Batna Djelfal Beyad, 7 vers Tiaret, 13 degrés Tizi Ouzou, 10 degrés à Constantine, 15 à Alger, Oran et Tlemcen, 14 à Annaba, 12 du côté de Biskra, 15 degrés Gardaïa, Béchar, 20 degrés à Drarin Salah, Tamanrasset et Janet, et enfin 31 degrés le maximum Borj Bedi Mokhtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle sera très agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 50 et 80 km/h sur les côtes ouest, 30 à 60 km/h sur les côtes centre et 30 à 50 km/h sur les côtes est de secteur ouest à sud-ouest. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, le soleil se couchera vers 17h32 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Alors Amel, une petite hâte, nous pourrons profiter du soleil aujourd'hui. Jusqu'à quand? Histoire de nous organiser. C'est juste pour aujourd'hui. D'accord. Demain, les pluies vont revenir, Inch'Allah. D'accord, retour des pluies, pour la demain. neige aussi également. Oui, donc Amel, votre programme de la journée? Ah ben, je vais travailler tout à l'heure. D'accord, donc les deux points météo de midi et 19h. Et à 19h. Voilà. Très bonne journée à vous, Merci Amel. également, Et Lydia. prenez soin de vous également. Et on se retrouvera demain. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Et on rappelle donc, chers téléspectateurs, que l'émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant donc de retrouver le second plateau, je vous invite à apprécier ces belles images donc de la neige. Il a neigé un petit peu partout dans différentes régions du pays. Sur les sommets, oui. Exactement.
On a eu et de la donc belle neige, de belles images. On le ressent, les températures. Sur 1100 et 1200 mètres d'altitude, il faut le préciser. D'accord. Donc Voilà. c'est vrai que ça se ressent ici à la capitale oui, à travers les on sent le températures. froid. On a froid Ouais. à l'intérieur, mais à l'extérieur De belles également. images, hein. De belles images. Merci à toute l'équipe donc pour le choix de ces images. Et Amel, on vous offre une chanson avant Avec de nous plaisir. quitter. Il s'agit de Jafar Ait Menguellet et on revient juste après. À tout de suite. مسوخين في دهني في البستان. حمل غمكان إذ يدني تسحو الفوغ حمل غسان إذ يثوذر ذات الشنوغ حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوغ في من مرض شراق حمل غثي رقاثي ذر الحواج المنطاق يراه غلو كان بريدي ذمذي الفراق حمل غلو كان شري بغي غنكذ مثل الحاق يراه غيم الطين اللوفن ما لا يحزن حمل غثي غري غارد يسند الزوزان حمل غثي كثير إذ يد يسوى ولي وزان حمل غرجان إذ يدني تسحو الفوق حمل غسان إذ يثوذر ذات شنوغ حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوغ عقل يراناغ من نغلو كان فشل وتسيس الفاغ من نغلو كان بتسلهنا السرماغ سيالام كان لهنا تسيد ساد زداغ شرح القانون إذي لحق براني إذي يا مغبون ثبت عصور جنة الليل لا متصغرون نكون إذي سنة نتوالي حمل غنكان إذي يدني تسحو الفوق حمل غسان إذي ثوذر ذات شنوغ حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوغ ثيمات تشبح مارة الدوكل حمل ثيمات ذرارات سموي وال حمل ثيمات يكسن عبكان الباطل حمل ثاقات ذي الفرح يبدا يكمل شرها في سمين جرن بريد ثواريث شرها اليمين ما يلي رصر يسويث شو اللي مغين يكسن مكاني ثلوي حمل غمكان يدي الدني تسحو الفوق حمل وسان يدي ثوذر ذات شنو حمل
ذيين لهذا ثربوغ حمل غكان ذي الدنيا تسحلفوغ حمل غسان ذي ذوذر ذات شلوغ حمل وضع ذيين لهذا ثربوغ. Une belle chanson donc, un hymne à l'amour pour accueillir Yazid Eit Mahiddin. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? Ça va, froidement. Froidement, ça se ressent. Oui, tout à fait, avec ces neiges au niveau des hauteurs. On en a besoin. Tout à fait, on en a besoin. Franchement, c'est très bien. Donc Yazid, aujourd'hui, à travers votre rubrique dédiée au centenaire de Mohamed Dib, vous avez choisi le livre intitulé donc Comme un bruit d'abeille, 277 pages, plusieurs pays et autant de récits débordants d'émotions. Le titre bourdonne comme un bruit d'abeille, Yazid, ce matin? Oui, zzz, comme un bruit d'abeille. Et là, on retrouve Mohamed Dib dans un autre registre où il nous fait voyager à travers la Russie, l'Algérie, le Tarifa, donc l'Espagne, et aussi la ville de Praha, Praha en Tchéquie, voilà, en Tchéquie. Voilà. Bien. Donc un cours de géographie. Dans cette géographie dibienne, on rencontre beaucoup de personnages, surtout d'un duo masculin-féminin, Rasek. Il a choisi un personnage, Rasek, donc Khedme Rasek, avec le roman de Mohamed Dib, parce que ce n'est pas un roman facile. Et encore une fois, il va revisiter en fait la Russie post-révolution post-soviétique, voilà, donc post-soviétique. Dans cette Russie, donc il y a deux personnages. Rasek qui revient d'un bagne, donc qui revient du Goulag, de la Sibérie. Il a été peut-être condamné aux travaux forcés. Et après 15 ans, il se retrouve dans un appartement dans une banlieue délabrée de la périphérie russe. Il vit avec sa femme Nina. Et là, c'est tout un dialogue dessous qui s'installe entre ces deux personnages. Rasek qui lui demande de sortir un peu, de respirer de l'air, et Nina qui reste cloîtrée dans un F3 délabré en Russie, et elle refuse de sortir parce que en fait elle a vécu comme une bourgeoise, une aristocrate dans la Russie tsariste, et elle a peur de la police politique, elle a peur des soviets, etc. Elle pense que toujours il y a ce moment de parti unique qui règne, ces libertés fondamentales qui n'existent pas, etc. Il y a tout ce rapport entre... Donc le titre de la nouvelle, c'est le sourire de l'icône. En fait, l'icône, c'est une référence à cette Russie pré-soviétique, donc de la période de la Russie, et il retrouve une icône, donc un tableau, dans une décharge publique. Il ramasse, c'est Rasek qui est toujours le personnage central, donc il retrouve dans une poubelle et il l'installe dans un coin de la maison, il est en train de la regarder, et finalement c'est un rapport au passé, c'est un rapport à des moments donc, où lui et Nina se rappellent des moments où ils étaient heureux, où ils dansaient, la valse, etc. et tout. Et finalement, ils se retrouvent dans une cité sans âme, dans une cité gagnée par le béton, et livrés à l'autoroute. Pratiquement, ils sont pris en sandwich par deux autoroutes. Donc, il rappelle un peu ces idéologies ces idéologies producteurs de la laideur. Donc, il rappelle un peu alors que la Russie, c'est un grand pays qui a produit des grands écrivains. D'ailleurs, il nous invite à revisiter également des lieux de culture dans la maison de Tolstoï lui-même. Donc il rappelle un peu ces grands moments. D'ailleurs, même les voisins, le voisinage de Rasek, donc dans son quartier, il rappelle des noms qui font référence à des grands écrivains,
dans la famille. Attends. On peut dire que c'est une résistance de l'humain face aux fantômes du passé. Oui, c'est la résistance de l'humain. Un petit peu à travers cette nouvelle, donc, Yazid. oui, parce que il essaye de les faire parler, même s'il y a le silence, il y a la résistance de Nina qui ne veut pas parler, qui ne veut pas sortir. Mais le génie de Dib, c'est de pouvoir mettre un peu de l'humain entre ces deux, entre Arasak et Nina. Et malgré que Nina refuse de parler, refuse de répondre, elle est cloîtrée dans son appartement. Et quand même, il arrive premièrement à sculpter, à dépeindre un petit peu les atmosphères, à nous montrer réellement comment vivaient ces gens dans cette période, de cet entre-deux, entre la période soviétique et la période post-soviétique. Donc il essaie de nous montrer ça. Et puis il parle des voisins. Oui. Il donne même le nom. Un nom. Le nom c'est... On peut découvrir. Attends. Désolé, Allez-y, mes lunettes se sont cassées, mais je veux juste dire que... Donc c'est un nom qu'on peut découvrir de voisins. Oui, les voisins, donc à travers la nouvelle intitulée Le sourire de l'icône. Oui, le sourire de l'icône. Donc le livre se compose de plusieurs nouvelles. Le livre oui, mais les nouvelles les plus importantes, enfin tout est important, simplement il est structuré à travers ces nouvelles de Le sourire de l'icône, un jour à la fin des temps, après un deuxième, Le sourire de l'icône, un jour pendant la fin du temps et après la fin du temps. Donc, je rappelle qu'il parlait aussi qu'il abordait aussi des références à la littérature russe, comme Gogol, avec son personnage. Il rappelle qu'il y avait un personnage de Gogol, et puis il y a également Tolstoï, où il rappelle un petit peu la maison de Tolstoï, parce qu'il voulait faire un tour dans la ville de Rostov, où a vécu en fait Tolstoï. Voilà, donc un petit peu c'est ça l'axe central de ce roman. Donc, je rappelle que Mohammed Dib, il fait appel au dialogue et au monologue, et dans le dialogue, il utilise un caractère qui est romain, et dans le monologue, il utilise l'italique. Donc, quand il dit d'ailleurs, il utilise impeto, c'est-à-dire dans son fort intérieur. Et là, il utilise le caractère italique pour signifier qu'il y a des dialogues aussi à l'intérieur. Il y a les personnages parlent à eux-mêmes et utilisent ce qu'il appelle dans le texte d'ailleurs in petto. D'accord, in petto. Donc Yazid, il y a des nouvelles également consacrées à l'Algérie. À travers celle-ci, il est question du regard sans complaisance contre les idéologies du chaos. Absolument. Donc il fait référence à notre histoire. L'ancienne histoire et l'histoire de la décennie noire, où il parle carrément d'une prise d'otage d'un terroriste et une prisonnière. Et du coup, cette situation se renverse et c'est la prisonnière qui prenne en otage le terroriste. Et là, il essaye de construire ces idéologies du chaos et de rappeler que le sens de l'histoire, il va à l'encontre, le sens de l'histoire, c'est carrément de se réconcilier avec l'être humain, se réconcilier avec les valeurs de tolérance, avec les valeurs de l'humain. Parce que toute la littérature de Mohammed Dib va vers l'humain et elle essaye de trouver des réponses aux grandes interrogations de l'histoire, qui sont pas uniquement, c'est-à-dire le sens. Il va vers les significations et le sens de l'humain. D'accord. Donc Yazid, Mohammed Dib se révèle également fan de rap et puis et des codes d'expression des jeunes de banlieue. Un véritable tagger, Yazid? Oui, on peut dire que Mohammed Dib est un véritable tagger. C'est quelqu'un, quand on lit la nouvelle
qui se révèle le prophète, donc qui s'appelle le prophète. Dans cette nouvelle, on est en plein banlieue avec des jeunes qui font un peu les grandes bêtises de leur jeunesse, de leur enfance. Tous ces jeunes de ce paumé de banlieue qui sont là, il prend pas en fait, il les prend pas en affection, mais il les critique quand même. Il reprend un peu leur discours et il essaye de parler de cette jeunesse cette jeunesse aussi est livrée au béton. Donc il y a on retrouve aussi quand même des fils conducteurs parce qu'ils sont dans des banlieues et la banlieue en fait c'est l'échec aussi des modèles de développement, des modèles de projets de société que la France post-coloniale la France elle a essayé enfin d'imaginer un projet de société où elle a parqué complètement des familles qui sont issus de l'immigration dans des banlieues, dans des cités à dortoirs et elle a produit aussi la leader aussi. Même c'est ce projet qui a parqué des êtres humains, parce qu'il y a même aussi des Français qui ont été parqués dans ces îlots de béton et ça a produit de la violence, ça a produit un peu de la haine également. D'ailleurs, il est vraiment on voit comment il sympathise avec quelques-uns d'entre eux. Oui, d'ailleurs il leur donne des noms un peu sympathiques. D'ailleurs, en fait, ce qui est important, c'est que comme un monsieur qui est un peu vieille France, qui a côtoyé les Camus, qui a côtoyé le Cairon, qui a côtoyé le Sénac, le Jules Roy, comment il a écrit d'une manière très dans un français très châtié, dans un français sorbonnard, dans un français, on dit vieille France, et il arrive quand même à écrire, à parler à parler carrément comme un rappeur, où D'ailleurs, le langage de ces jeunes, et puis il est visionnaire. Par exemple, quand il parle du Bataclan, ce même centre commercial, s'il pouvait parler, il a déjà rendu ses tripes. Bataclan, claqué, veillé par son ayant, pourri de morgue, et l'on a connu de mauvais moments comme ce soir. Il a été écrit, c'est un roman qui a été écrit en 2000. Tout à fait, exact. Puis une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Qui ont perdu la vie. Absolument. Oui. D'ailleurs, aussi pour revenir un peu, parce qu'il fait un travail sur le langage, sur les codes de ces jeunes de banlieue. Il essaye de, par exemple, le personnage principal s'appelle Prophète Béquillard. Il fait même du slam. Sa Majesté Lyon un jour voulait connaître de quelle nation le ciel l'avait fait naître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés un circulaire d'écriture avec son sceau l'écrit portrait d'un mois durant le roi tiendrait, coupe plénière dans l'ouverture, devait être un grand festin, suivi de tours les fagotins. Par ce trait de magnificence, le prince et ses sujets étalaient sa puissance et son Louvre et les invita. Donc vous voyez qu'il essaye de... Et je voulais simplement... Et puis il y a aussi une rhétorique un peu banlieusard ou une rhétorique des banlieues où il parle de faire de l'homme, parle de ces idéologies capitalistes qui veulent faire de l'homme un gadget sinon produit, sinon bon pour la poubelle. Donc il rappelle un peu cette idéologie keynesienne qui ne voit en l'être humain qu'un objet de consommation. On n'est que des agents de consommation. Donc il rappelle tout ça et je voulais simplement donner les surnoms de ces jeunes de banlieue. À qui il a donné des surnoms. Oui, donc vous voyez comment il prend un peu en sympathie ces jeunes, même s'il les critique, il les traite de tous les noms aussi. Il y a aussi Don, Tiré Attaque, Cherkia, Zenzil, Label, Fernand Sauvé des Eaux, Ninja, Sinette, Del Sol, Ilias, Zulu, Batista, Clo-Clo, Tintin la Blague,
Zidane au but, Fridi la baleine, Contra Diesel. Donc, vous voyez que Mohamed Dib, il peut s'adapter à toutes les situations. Tout à fait. Il peut écrire mieux que Camus, comme il peut écrire comme Monsieur Tout-le-Monde, comme le jeune de la cité Bellevue. D'ailleurs, l'événement se déroule dans la cité Bellevue. Voilà, donc j'invite les téléspectateurs à lire ce... C'est pas difficile. Découvrir enfin, on dit que c'est très facile, il y a des gens un qui peu lisent... plus difficile que le choix de la semaine passée, Yazid. Que le choix du livre de la semaine passée, je pense. Je pense il y a une personne qui a fait une thèse sur ce roman, sur ces nouvelles. Et bien la plupart, j'ai commencé à lire à la 4e page, j'ai arrêté. Oui. Mais là, je les invite à lire et à relire parce que c'est un livre vraiment qui nous interpelle tous, qui interpelle l'humain. D'accord, très bien Yazid. Donc enfin Yazid, il y a d'autres nouvelles comme Néa, Karma, qui exploitent d'autres expériences à Prague et à Tarifa. Oui, par rapport à Prague. À Prague, c'est le personnage féminin aussi, avec un personnage masculin qui s'appelle Roadrunner comme un runner, donc qui court. Et il fait aussi le parallèle avec un oiseau migrateur qui aussi... donc Roadrunner, c'était un journaliste qui tombe sur un manuscrit, il voulait le déchiffrer et puis il tombe dans une ville où il est pris par des personnages tchèques, où il est question en fait de décoder, un peu déchiffrer ce rapport au clonage. Donc il dénonce un petit peu cette technologie, cette biotechnologie qui va vers qui essaye d'investir un petit peu la cellule humaine pour la productivité en fait. Mais lui, il rappelle que l'éthique doit régner, la bioéthique doit régner, donc il essaye aussi en parcourant la ville de Prague, qui est une ville connue surtout par rapport par rapport aux techniques de procréation assistée. Donc il y a ce travail sur le clonage qui est avancé donc, dans ce texte. D'accord, très bien. Pardon. Il y a aussi donc Tarifa. Tarifa. Donc Tarifa, c'est une des régions espagnoles où il y a quand même où il rappelle ce rapport à la survie des humains face à l'avancée du désert. Donc il rappelle aussi ce figuier dans un désert, ce petit figuier qui est là et qui fait face à des avalanches de désert, à ce désert qui avance, à ces sables, etc. Et comment l'humain et le figuier, parce qu'il y a aussi l'Abd qui est un personnage central de cette nouvelle et qui est là à résister seul face à l'avancée du désert. D'ailleurs, même ses enfants et sa femme, il les envoie il va emprunter donc une chamelle de son voisin pour envoyer ses enfants et les délivrer du désert, mais lui, il reste toujours face à ce désert. Il rappelle dans la dernière nouvelle qui revient toujours au sourire de l'icône, qui est la sourire de l'icône, donc 4e fin. Il rappelle juste, je vais lire juste un petit passage. Oui, allez-y. Je ne sais pas si elle va me mettre la musique ou pas. Il va dire: plus question de mémoire, abolit la 4e fin de l'homme. Les 3 précédentes, trépas, jugement, paradis, l'une après l'autre, déjà fort closes. Dominant du haut d'une terrasse ces merveilles dont je suis le maître désormais. J'écoute les âmes de mort virevolter comme un essaim d'abeilles.
Et c'est la musique de Radio Tarifa, un grand groupe espagnol. D'accord, très bien. Très bien Yazid, merci pour cette analyse exhaustive. Ce n'est pas une analyse, c'est juste une lecture personnelle, personnalisée. Bien, vous avez parce bien... que pour Mohamed Dib, il faut des mémoires et des mémoires. Et... Du moins, vous nous avez très bien présenté si vous le voulez livre. peut-être connaître plus, il y a l'association des amis de la société des amis de Mohamed Dib, dont le président, je pense que c'est Charles Bonne, et dont ils ont une page Facebook. Ils peuvent donner plus d'informations, ils peuvent nous donner les clés pour comprendre et analyser l'œuvre dibienne. D'accord, voilà. Très bien Yazid, merci, c'était un plaisir donc d'être avec vous ce matin. On vous retrouvera la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on essaiera de trouver un autre thème pour parler de Mohamed Dib. Et là, je reprends les codes barrières et je te dis tout à fait bien. Bye bye. Merci Yazid, merci. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Merci. Et puis avant de nous quitter, je vous propose d'apprécier cela avant de retrouver Ahmed Grig Hassan. À tout de suite. Et voilà deux belles images pour accueillir Ahmed Grig Hassan. Bonjour. Bonjour Lilia, bonjour à tous vos téléspectateurs. Sabah al-Nour, comment ça va? Alhamdoulilah. Froidement? Vous qui venez de Bouzerria, j'imagine qu'il a fait froid ces derniers jours. Il fait très froid parce que comme il a neigé en face, il y a un proverbe kabyle qui dit donc quand il y a la neige dans les montagnes, on ressent le sang-froid dans les côtes, dans la côte ou quelque chose comme ça. Donc ce matin, vous venez nous présenter, nous allons avec vous nous intéresser au parcours de Mohamed Salah Siddiq. Exactement. Donc en parlant de froid, de neige, de montagne, bien sûr, on va parler d'un des grandes figures
de la vie intellectuelle en Algérie, Cheikh Mohamed Salah Siddiq. Bien sûr, ce n'est pas une formation qu'il aurait peut-être destiné à une vie d'imam comme son père, Cheikh El-Bachir, ou de Cheikh Zaouia. Mais le destin l'a conduit à autre chose. Donc il a participé au mouvement national, il a vécu la guerre de révolution, la révolution algérienne. Et puis il a fait une carrière bien que courte en diplomatie. Il est passé par l'enseignement et puis il s'est consacré à l'écriture. Donc tout ça, c'est Cheikh Mohamed Salah Siddiq. Il est né dans les années 20 en Kabylie. Il est originaire du village d'Ibiskrien. Donc c'est un village très connu en Kabylie d'où sont sortis plein d'imams et de chouyours, entre autres Didouche Mourad également. Exactement, Cheikh Mohamed Saïd Ben Zikri, de la région, Cheikh Abou Ala Zouawi. Tous ces gens sont pratiquement de la même région. Donc ça, la première formation, le premier pas, c'est chez son père, bien sûr, chez qui il a appris le Coran en entier. Puis il est parti faire les zaouïas, principalement la zaouïa de Sidi Abdelrahman Illouli, où il a rencontré son maître principal, qui est Cheikh Al-Zqi Sharfawi. Inch'Allah, on va consacrer une rubrique à Cheikh Al-Zqi Sharfawi parce que c'est une autre dimension, c'est un alim, il a fait l'Azhar. Il est revenu en Algérie, il s'est consacré à l'enseignement dans son pays natal, en Kabylie, pendant des dizaines d'années. D'ailleurs, une mosquée de Tizi Ouzou, à Tizi Ouzou porte son nom. Porte son nom, bien sûr, et comment, bien sûr. S'ils ne l'ont pas fait, ils doivent le faire. D'accord. Et bien sûr, Cheikh Mohamed Salah Siddiq a même consacré un livre pour la biographie de son maître, Cheikh Mohamed Al-Zqi Al-Sharfawi. Donc, dans ce tumulte, donc, il s'initie aussi au mouvement national à travers la lecture des journaux, les visites de Cheikh Ben Badis, les visites des leaders du mouvement national en Kabylie. Bien sûr, il y avait tout ce qui s'est passé, toute cette activité nationaliste qui était en Algérie, pour aboutir en fin de compte à la révolution algérienne. Donc la révolution algérienne, bien sûr. Et puis il part aussi, après cette formation à Sidi Abdelrahman Illouli, il va étudier en Tunisie à Zeytouna. Donc il suit la carte exactement en Tunisie. Donc il est là avec les étudiants algériens. Donc il y a un mouvement, il y a un journal, il y a des clubs, les gens s'associent, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de travail dans le cadre du mouvement national. C'est un travail nationaliste qu'ils font. Et puis, bien sûr, il y a la guerre de révolution. Il était dans la Wilaya 3. Et puis, on dit qu'il a été contacté par Karim Belkacem. Oui. On a pu lire. Exactement. Ça. Donc, il était, j'imagine, qu'Ameroche et tous les grands chefs, il a connu tout le monde. C'est un témoin. Oui, exact. C'est un témoin principal maintenant. Donc, vu son âge, il a même rédigé ses mémoires, ce qui est très bien. Donc, où il raconte tout ce qu'il a rencontré. Il a rencontré même Abbas Mahmoud Al-Aqad, qui peut prétendre actuellement et dire que j'ai rencontré Abbas Mahmoud Al-Aqad. Il n'y a plus de témoins. Donc, mais lui, il l'a vu, il l'a connu. Et pour vous dire l'importance du personnage. Exactement. Et puis, donc, il rejoint la révolution. On l'envoie au bureau à Tripoli, le bureau de Alibi, avec Mahsas, où il rédigeait le journal Muqawama, donc il l'a rejoint en tant que rédacteur. Et puis bien sûr par la suite il y a eu le Sawt al-Arab, il y a eu donc il était dans toutes ces activités. Bien sûr, et il est dans la diplomatie aussi, bien sûr, puisqu'il est en Libye, il représente, et c'est là où il a connu Cheikh Tahar Ait Al-Jet, c'est en Libye, Cheikh Tahar, il les a rejoints en Libye, il l'a connu, donc c'est noué cette relation amicale entre eux. Bien sûr, tout ça, donc on saute, on revient à l'indépendance. L'indépendance, il rejoint le ministère des Affaires étrangères. De là, donc, il démissionne pour rejoindre l'enseignement. Donc, il a enseigné au niveau secondaire, l'oral arabia. Et puis, après sa retraite, même pendant qu'il était, quand il était à Tunis, étudiant, il a commencé à écrire. Donc, maintenant, actuellement, il a plus d'une centaine de livres. Voilà. Et il écrit sur tout, pratiquement. Donc, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a une rédaction un style très léger. Donc, même les jeunes, c'est pas très compliqué pour lire. Donc, tout le monde peut suivre, tout le monde peut lire. Et certains d'entre nous, les plus âgés, se souviennent encore de ces... quelques événements, peut-être Non, pas des événements, mais de ces doros à la télévision. Donc, il donnait des doros à la télévision qui étaient principalement consacrés à l'akhlaq.
Oui. Donc lui, donc à chaque fois qu'il intervenait, c'était l'akhlaq, il revenait toujours. C'est un thème qui revient souvent chez lui. C'est ce qui un peu le caractérise, avec son ton très calme, avec son accent authentique. Donc on aimait bien l'écouter quand il passait à la télévision, à la radio. Il avait un style très particulier. Il l'a fait pendant aussi des années. Qui a marqué une génération, qui a marqué plein de générations, exactement. Et puis pour la rédaction, pour ses livres, il traite généralement, ou bien des thèmes religieux qui relèvent de la personnalité du prophète salam, ou des thèmes de akhlaq, ou comment il faut être, des concepts d'éthique islamique qu'il traite très bien, ou bien des thèmes historiques. Donc il a écrit bien sûr principalement sur Améroche, il a écrit sur Ibn Badis, il a écrit sur Mouloud Qasim, il a écrit sur la Bleuite. Bien sûr, il a fait un très bon livre sur le thème. Ses mémoires sur la révolution algérienne en général, qu'il a présenté bien sûr aux lecteurs arabes à l'époque. Donc tout ça, c'est Cheikh Mohamed Saleh Siddiq, exactement. Vous allez chez lui, il vous reçoit dans sa bibliothèque. Donc, et c'est une bibliothèque, j'imagine, riche. Très très riche. Et il est tout le temps affairé à lire, à rédiger. Et voilà, donc et à chaque fois il a comme on appelle des soucis, des inquiétudes philosophiques un peu de pensée qu'il essaie de traiter à sa façon pour les présenter aux lecteurs. D'accord, donc un beau travail de mémoire justement qu'il présente aujourd'hui aux lecteurs. Exactement, il continue, donc c'est un autre exemple du alim algérien authentique qui est l'enfant de son siècle, qui a été témoin, qui est un intellectuel parce que au-delà du caractère scientifique, disons, de sa formation, il a aussi pris position pour sa nation, il n'a pas donné le dos à son peuple, il l'a accompagné, il a enseigné, chaque fois qu'il est sollicité, il est présent, et il donne son avis, c'est des avis politiques parce qu'il a été aussi acteur politique du mouvement national et de la guerre de révolution. Donc c'est un très bon exemple d'Algérien qui a vécu son époque pleinement. Cheikh Mohamed Saleh Siddiq, c'est une œuvre qu'il faut lire et relire, moi je dirais. En tout cas, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que Amin. Voilà. Et qu'il nous fasse profiter de son savoir aussi. Exactement. Écoutez, Ahmed, merci. Merci à vous. Merci pour le choix de ce matin. On vous retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Est-ce que vous avez déjà choisi le personnage? Je pense que peut-être Cheikh Al-Azqi Sharfawi. Ayant parlé de lui, je pense que ça vaut le coup de revenir sur ce personnage parce que c'est aussi un personnage clé dans le déclenchement de la relance de la vie intellectuelle en Algérie au début du XXe siècle. D'accord. Donc on revient à Mohamed Saleh Siddiq. Donc en 2010, il a reçu la plume d'or des écrivains algériens. Bien sûr. Oui, bon, c'est tout à fait normal. À l'époque, il avait, je pense, 80 livres donc, à son actif. Il a été primé par le ministère de la Culture à l'époque. Et bien sûr, c'est une plume qu'il a méritée parce qu'il a traité de tous les sujets qui pouvaient intéresser le lecteur algérien. Et il traite les sujets les plus épineux de façon très calme et sans verser dans la controverse. Ce n'est pas un polémiste. C'est un historien sans être historien. C'est un homme de lettres sans être un homme de lettres. Donc, il a gardé il a un style particulier. Donc, bien sûr, c'est tout à fait. Il a reçu beaucoup d'hommages aussi de sa région d'origine. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Des gens qui reconnaissent. Donc, et le premier qui reconnaît l'importance de l'œuvre de Cheikh Mohamed Saleh Siddiq, c'est bien sûr Cheikh Tahar Ayed Al-Jed. Parce qu'on a on a deux faces du même monde, mais qui s'expriment de deux façons différentes. Il y a Cheikh Mohamed Saleh Siddiq qui s'exprime par la plume, et Cheikh Tahar Ayed Al-Jed qui s'exprime par l'enseignement. Donc il n'a jamais arrêté d'enseigner, donc jusqu'au confinement avec le Covid. Donc il enseigne là, il reçoit des étudiants, donc aussi, il est là, il traite de livres. Voilà, profiter justement de ses connaissances. De ses connaissances. Et il aussi, les deux gardent cette chaîne de transmission authentiquement algérienne qu'ils ont
ont gardé donc, de leur maître, de leur formateur. Donc, ils transmettent cette chaîne. Et ça verse dans ce qu'on appelle le référent algérien. Donc, comme ça, on ne va pas nous inventer, voir par exemple des bêtises comme des gens qui vont expliquer l'œuvre de, par exemple, Matn ibn Ashir, en faisant la lecture avec des œuvres d'Ibn Taymiyyah, alors que les deux font partie de deux madhhabs différents, l'un est malikite, l'autre est hanbalite, ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment entrecroisé de deux mondes différents et on tombe sur des absurdités. Mais eux, Cheikh Tahar, Cheikh Salih Harbi, ils le font de façon très authentiquement, telle qu'ils l'ont reçu. C'est des gens qui conservent cette chaîne de transmission algérienne, qui conservent cette algérianité pure et authentique pour la transmettre aux jeunes, donc pour les gens bien sûr qui sont intéressés. Tout à fait. Très bien. Ben, écoutez, merci. Merci à vous. Merci Ahmed. Et on vous retrouvera donc la semaine prochaine. Et avant de nous quitter, je vous invite à découvrir donc ce reportage réalisé par notre collègue Samira Hadjamar. Il s'agit donc de la mission Solikov Algérie et on revient juste après. Il s'agit de l'Algérie. Ces enfants, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde, répondent sans aucune hésitation à l'appel. Élan du cœur, en mars dernier, la mission humanitaire Solikov Algérie est créée. Ses initiateurs, l'association Solidarité Humanité de France et son relais en Algérie, la fondation Al-Amel El Jazair. Objectif, renforcer et soutenir l'aide de l'État en faveur des Algériens en France et en Algérie. La mission Solikov est née au mois de mars, juste au confinement et au blocage d'un nombre important de nos patients algériens qui étaient bloqués en France. Donc on a réagi tout de suite, l'association a réagi tout de suite en mettant en place cette mission Solikov qui s'est répartie aujourd'hui en 6 opérations. La première, je vais faire juste très court, la première c'était la permanence qu'on a ouverte pour ces patients bloqués. Après on a participé à plein de choses et la 5e opération c'était déjà l'envoi de concentrateurs à oxygène en Algérie et la 6e donc, dont on est en train de parler aujourd'hui qui était vraiment venue à la demande d'un nombre important d'hôpitaux ici chez nous. Depuis le début de cette pandémie, des centaines d'Algériens se sont retrouvés dans la précarité sur le sol français. Solikov Algérie est intervenu. Beaucoup de ressortissants algériens étaient en difficulté, en précarité administrative et l'association a dû intervenir auprès de non seulement des assurances maladie pour justement débloquer des dossiers, pour avoir cette couverture sociale, pour qu'ils puissent bénéficier de soins sur le territoire français, mais aussi, parce que c'est vital, c'est d'intervenir au niveau de la préfecture pour obtenir des rendez-vous en vue de régulariser leur situation administrative. Après plusieurs opérations humanitaires, la dernière en date s'est concrétisée ce week-end par la réception de 20 tonnes de médicaments et d'équipements. Retour sur le déroulé de cette opération du cœur. On était toujours en contact avec nos confrères algériens. On sait qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin. Ils l'ont exprimé sur des demandes officielles, par des écrits, par des mails. Et en sachant aussi, nous, on est des médecins, on exerce, on connaît qu'est-ce que le médecin a besoin comme produit, comme moyen pour lutter contre cette maladie. Et on a fait fonctionner nos réseaux là-bas sur place pour collecter ce matériel précieux qui est très demandé par tout le monde. Effectivement, il y a 20 tonnes qui étaient acheminées par les services aériens, notamment Air Algérie. On est en train aussi de collecter du matériel pour la prochaine campagne et aussi pour pouvoir ouvrir une unité de Covid, l'assister, pouvoir contribuer et pouvoir l'équiper. La mission de Solikov Algérie et la fondation Al-Amel ne s'arrêtent pas là. Ses membres appellent les Algériens du monde entier à poursuivre cet élan de solidarité. Je lance un appel à tous les Algériens établis à l'étranger qui nous aident et qui aident leur pays pour pouvoir collecter le plus de matériel et le plus de médicaments pour pouvoir faire fonctionner cette unité de Covid et pouvoir aider et soulager les services de santé et les hôpitaux qui travaillent en Algérie.
Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et on rappelle que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et il est temps pour moi d'accueillir mon invité. Il s'agit de Monsieur Rezli Rachid, sous-directeur de la sécurité routière à la DGSN. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu faire un état des lieux, j'ai envie de dire, de la situation actuelle, parler des gestes barrières, du respect de gestes barrières de la part des citoyens et dire qu'aujourd'hui, nous avons tous une part de responsabilité. Et les citoyens et les services de police, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, dans le cadre des missions prérogatives qui sont confiées à la Sûreté nationale et de la promulgation des textes de loi liés au respect des règles de confinement et de prévention contre la propagation du coronavirus Covid-19, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé depuis le 22 mars à ce jour l'ensemble des moyens humains et matériels dont elle dispose. Et ce, par la mise en place de dispositifs sécuritaires qui repose essentiellement sur le principe de l'occupation du terrain. Donc, raison pour laquelle vous avez dû constater qu'il y a un renforcement de la présence policière sur terrain. Donc, il y a un renforcement également des patrouilles pédestres et motorisées. Il y a ici une multiplication des points de contrôle et des barrages. Donc, c'est justement pour faire vérifier et faire respecter également les mesures édictées par la réglementation en vigueur et également les mesures qui sont édictées par le Conseil de santé et ainsi de suite, qui, à vrai dire, sont des mesures de prévention et qui ont une connotation, à vrai dire, médicale et de santé. Donc, on est là pour justement veiller au respect des mesures de prévention à travers l'ensemble des dispositifs qui sont instaurés sur terrain. D'accord. Tout d'abord, nous allons parler du port de la bavette, que le citoyen doit porter sa bavette toute la journée, mais à l'extérieur, dans les lieux publics également, dans les commerces. Tout à fait. Donc la réglementation fait obligation au-delà de l'aspect réglementaire. Il faut dire que maintenant, on est dans une crise sanitaire, c'est que il est évident et que la bavette soit perçue comme étant le seul salut actuellement pour éviter la contamination dans l'attente qu'il y ait de la vaccination et tout. Donc le masque de protection est même une mesure de l'Organisation mondiale de la santé. L'ensemble des médecins la préconisent. Donc ça reste le seul salut. Raison pour laquelle nous veillons à ce que le citoyen respecte cette consigne. Si tout à fait. On se doit de la respecter. On se doit de la respecter. C'est une consigne médicale. On est dans une situation de crise sanitaire. Maintenant, sur le plan réglementaire, il est tout à fait normal de savoir qu'il est fait obligation, dès lors qu'on est sur un espace public, de porter le masque de protection, justement pour se sécuriser et éviter de contaminer les autres. Les autres également. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que les citoyens risquent, qu'est-ce que risquent justement les citoyens
s'ils ne respectent pas cette... Dieu merci dans l'ensemble, c'est que la plupart des citoyens, d'abord, il faut être positif. Il y a une bonne réponse de la part des citoyens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit... Alhamdulillah, le citoyen algérien... Donc il y a une bonne réponse sur le plan du respect des mesures de prévention. Mais maintenant, ceux qui sont récalcitrants, il y a des mesures réglementaires. Tout à fait. Il y a des amendes dans ce cadre. D'accord, très bien. Donc on va aussi parler, pour faire face justement à la propagation du Covid-19, il y a aussi les rencontres familiales. Toute rencontre familiale et regroupement est interdit également. Et de temps en temps, on voit des cortèges. Comment on peut justement, vous, de votre côté, comment vous pouvez faire justement, comment vous faites face à ce genre de dépassement, j'ai envie de dire? Des fois, il y a même des cérémonies de mariage qui sont signalées par les citoyens. On intervient pour arrêter. Il y a même des regroupements. Maintenant, en matière de cortèges nuptiaux, eh ben, les policiers qui sont sur terrain interviennent justement pour vérifier et prendre des mesures. Le cas où réellement on est face à une situation où on constate réellement qu'il y a dépassement de la réglementation. Dès qu'il y a des interventions sur terrain pour mettre terme à tout regroupement sur terrain. On a même des statistiques en matière par exemple, en matière de transport, d'infractions liées au transport, nous avons enregistré depuis le 22 mars à ce jour, au 5 décembre, 3402 infractions liées au transport en commun. D'accord. C'est-à-dire à l'intérieur des bus, voilà. Il y a aussi maintenant, ce n'est pas à l'intérieur des bus, c'est le non-respect des mesures, parce qu'il y a le citoyen, lorsqu'il est dans un bus, il doit porter le masque professionnel en comité, donc il y a des infractions dans ce sens. Et aussi, les conducteurs de bus doivent respecter le nombre de personnes à l'intérieur. Des fois, on a l'impression que rien n'a changé. On les voit debout, collés les uns aux autres. C'est vrai qu'ils portent des masques, les citoyens sont conscients, mais on a l'impression que les conducteurs de bus ne sont pas aussi conscients que les citoyens. Justement, c'est pour cela qu'on est là sur Terre. Tout à fait. C'est pour vérifier, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se fier également au bon sens du citoyen, au bon sens des opérateurs dans certains cas. Mais on est là pour viser justement sur ça. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de transporteurs en commun qui respectent aussi cette réglementation. Tout à fait, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Oui, Dieu merci. Alhamdulillah. Sinon, vous ne serez pas là. Aujourd'hui, vous êtes là justement pour parler de ceux qui ne respectent pas. Donc, quand on voit les chiffres du 22 mars à ce jour, les infractions sont minimes aussi. 3402 infractions liées au transport. Oui, ça reste quand même raisonnable. On a 4998 pour les taxieurs. D'accord. Et également 6979 pour ceux qu'on considère comme étant des clandestins. Parce que vous savez qu'en cette période, il y a des clandestins qui profitent de cette situation. Bien sûr, vu qu'il n'y a pas autant de transport, pas de métro, pas de... Oui. Donc on considère que le taxi, d'abord, c'est une infraction, c'est l'exercice d'une fonction sans autorisation, d'une activité sans autorisation, donc c'est illégal, et aussi parce que c'est aussi un vecteur de propagation du coronavirus en cette période. Tout à fait. Donc on a aussi, en matière de contrôle des personnes, nous avons contrôlé 1 30 980 personnes durant les heures de confinement. Oui. On a contrôlé 632 880 véhicules. D'accord. Et également 67 216 motocyklettes en période de confinement. D'accord, à partir de 20h, c'est ça, oui, vu qu'on ne peut pas circuler à partir de 20h et on se doit de respecter justement cette consigne. Monsieur Rachid Rezli, nous allons continuer de parler de tout cela, parler également d'autres chiffres qu'on a occultés en ce moment, ceux de la sécurité routière. Et donc avant de parler de tout cela, je vous propose de découvrir ce reportage sur le non-respect des gestes barrières justement, et on revient juste après. La DGSN lance une campagne nationale destinée à sensibiliser les automobilistes et les citoyens au strict respect et application des mesures préventives pour réduire et lutter contre la propagation du coronavirus. السلام عليكم. وعليكم السلام. وثيق السيارة على بالك اش وقفناك ولا؟ على حساب حملة تاع كوفيد على حساب حملة تاع كوفيد. نعم. حنا وقفناك لأن السائق ولا لأن المستأجر اللي رافدو معاك ما كانش مرتدي البافات. لازمنا بافات كاينة. نعم. اسم الراكب اللي راه معاك ما كانش مرتدي البافات. كانت عندها بافات كي ركبت. كي جينا دارتها كي ركبت. في الطريق انا ما شفتهاش. المهم ماهوش كي تحط لا بافات باللي راهي كاينه، المهم انه البافات تكون على مستوى الفم.
بيان سور تكون ملبوسه. هذا هو الاجراء الصحي تاعنا. نعم. فهمت سي محمد؟ كاينه. قال سي محمد. Ces sorties sur le terrain dénotent de la détermination de la DGSN à poursuivre son approche qui tend à rappeler aux citoyens l'importance d'adhérer aux démarches et efforts des autorités publiques dans la lutte contre la propagation de la pandémie. هباك علاه وقفتك على جال عدم ارتداء الكمامه، واحد فيكم راه دار الكمامه ابار السائق هكذا. لا واحد كاين انت برك ماكش داير، هاني نشوف غير انت ماكش داير، لا معاك ماكش داير، بدنا نشوفوا الاريال وراكم اللور سير شارج، واحد فيكم ما هو داير كمامه. هاد المركبه كما راكم تشوفوا فيها 6 اشخاص، 2 في المقاعد الاماميه و4 في الخلف. من غير السائق لا المرتدي الكمامه لا داير الكمامه، 4 الاخرين ماهمش دايرين. يبقى هاد 4 هذو ناخذوا معاهم الاجراءات تاع الغرامات. هذا الاخ دوك بالواحد حطوا معايا بالواحد قسموا اللاقه تاعكم ندير لكم محاضر هكذا. Inciter les citoyens au port du masque de protection dans leur véhicule et en dehors est indispensable pour préserver leur santé. Ces contrôles ont rencontré compréhension et écho favorable auprès des citoyens. وي فهمتك بصح حنا دوك كيما نقولوا هذه يما رانا في بيت واحد. هو تصريح نقدروا نقولوا منطقي انه صح مع الام تاعو في المنزل ما يديرش الكمامه لكن احنا نشوفوها من المنظور الصحي. Écoutez, c'est un règlement qui est juste, hein, donc par rapport à notre santé, par rapport à la santé publique, je pense que c'est juste. Voilà. Alors, vous ne portiez pas le masque. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Effectivement, c'est une négligence. Je tiens juste à préciser qu'on ne porte pas le masque parce que je suis avec mon époux, on vient de sortir de la maison. On le porte dès qu'on sort de la voiture, il y a quelqu'un avec nous. Mais effectivement, si on doit le porter même dans la voiture, y compris avec nos proches, oui, on le fera. Le lieutenant de police, chef de brigade de la sécurité routière, M. Djilali Salim, nous explique la nécessité de ces contrôles. إلى يومنا هذا هناك تضاؤل ولا هناك نسبة منخفضة من حيث عدد الأشخاص اللي رانا نوقفوهم فيما يخص عدم ارتداء الكمامة، فيما يخص عدم احترام مسافة التباعد الاجتماعي، خاصة في كذلك بالنسبة للتجار، بالنسبة لسائقي نقل الجماعي أو سائقي نقل الأفراد. هذا كلش في المرحلة الأولى كانت نسبة كبيرة جدا. أما في المرحلة الثانية اللي رانا فيها هناك نسب ضئيلة، وهذا راجع لتجاوب المواطن والوعي اللي راهو يتحلى به. La DGSN renouvelle son appel aux automobilistes et à tous les citoyens de respecter les règles d'hygiène pour éviter la propagation de la Covid-19 et de limiter les déplacements. Restons chez nous. Et on rappelle que le reportage est réalisé par notre collègue Maya Amrani, que nous saluons ce matin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à propos de ce reportage, à propos des interviews, des intervenants qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tout à fait, donc vous voyez qu'on est toujours mobilisé sur le terrain. Tout à fait, vos équipes sont mobilisées. On est mobilisés, donc on travaille sans relâche et de manière pérenne, parce qu'on sait que notre devoir, notre contribution en matière de lutte contre la propagation est très importante. Tout à fait, bien sûr. Donc la Direction générale de la Sûreté nationale, consciente de cette situation, a mis de l'avant l'ensemble des moyens humains matériels, justement pour apporter sa contribution pour lutter efficacement contre la propagation du corona. Donc maintenant, il y a à travers ce reportage, on constate que les citoyens... Des fois, il y a un laisser-aller. On comprend certaines situations, mais il y a aussi une compréhension de la part du policier, parce que dès lors qu'un policier dès lors qu'un conducteur devant un policier doit porter la bavette pour éviter qu'il soit contaminé ou contaminer le policier. Exact. Et ce devoir est également pour le policier qui doit porter la bavette pour ne pas contaminer aussi le conducteur. On ne sait jamais. Tout à fait. Donc, même quand ils sont à plusieurs à l'intérieur du véhicule, il est préférable bien sûr de se munir du masque. Voilà, donc on sait que sur le plan de la prévention, on sait que la plupart des citoyens maintenant, pour ne pas dire
certainement c'est la majorité, c'est tout le monde qui sait que maintenant que le port de la bavette est indispensable et Exact. aussi reste le seul salut. Tout Donc à fait. il faut se mettre, l'équation est simple. Dès qu'on sort de chez soi, il faut porter la bavette. Voilà. L'équation, simple. elle est très simple. Exactement. Je sors de la maison, je suis dans un espace public, je porte la bavette. Voilà. Là, le masque de protection. Donc Tout à ça fait. reste le seul salut. Voilà, pour se protéger, protéger les autres Tout à et fait. éviter également On toute ne sait jamais. situation, Voilà, on ne toute sait. situation embarrassante avec les services de police, avec voilà. En fait, ça englobe Au-delà tout. des services de police, Voilà. il faut s'inscrire Se dans protéger, une logique. voilà, Il faut déjà, s'inscrire et dans une protéger les logique, autres. dans une logique de crise sanitaire. Exactement. Il faut s'inscrire dans une logique qu'on peut être porteur, sain, Tout à et fait. contaminer les autres. Tout à fait, ils Donc, sont plusieurs justement. Donc le mandat a aidé, personne ne l'avait à autre. Bien Donc sûr. il faudra donc l'équation, je pense que l'équation elle est simple. Porter le masque de protection dès qu'on sort de chez soi, jusqu'à ce que, Inch'Allah, ce masque sera... Inch'Allah, tout à fait, Inch'Allah, Zoulalina had l'ouaba, comme on dit. Donc, nous allons aussi ce matin parler avec vous d'autres chiffres qui sont alarmants, ceux justement les chiffres des accidents de la route ce matin. Ils sont alarmants par rapport à la vitesse que certains citoyens pratiquent avant le confinement. D'accord. Parce Déjà que ça, parce oui. qu'on est dans une situation un petit peu qui ressemble à celui du mois de Ramadan. Tout à fait. On voit des conducteurs qui font de la vitesse, donc je profite de ma présence ici Oui, bien pour sûr. sensibiliser les chers citoyens et leur dire qu'il faut éviter de faire de la vitesse Oui. avant le confinement. Exact. Donc, Allez-y il ne faut doucement. pas laisser à la dernière minute. Voilà, il ne faut pas laisser à la dernière minute pour entrer chez soi ou pour faire un truc. Donc, ce que je préconise, surtout en cette période hivernale, Exact. en cette période où les intempéries sont... Tout à fait, où le risque est encore plus important. Tout à fait. Donc, j'invite les citoyens à faire moins de vitesse parce qu'on a constaté qu'il y a une certaine augmentation des accidents. Voilà. Avant C'est vrai les qu'on autres. n'en parle pas autant, vu Voilà. qu'on est plus occupé par les chiffres de la Covid, de cette pandémie, de la situation que nous vivons. Mais les chiffres sont là et ils sont également alarmants. Oui, donc les chiffres, les accidents, on constate qu'il y a des accidents avant le confinement, avant les jours de jeudi et mardi et Oui. dimanche. D'accord. Donc ça dénote d'une certaine mobilité de la part des citoyens qui vont d'une wilaya à une autre. Oui, pour passer le week-end Pas pour peut-être et celui-là. revenir. Donc, ou... prudence et durant vice-versa. cette période. D'accord. Maintenant, globalement, en matière des accidents de la circulation routière, il faut dire que les indicateurs de l'insécurité routière ont baissé durant les 10 premiers mois de cette année. Maintenant, on a enregistré au mois de 10 mois 2020, nous avons enregistré 11 384 accidents, contre 13 782 durant les 10 mois de l'année 2019. D'accord. Donc il y a une baisse de moins Oui. de Une 2398, petite baisse quand même. soit un taux de moins de 17%. En matière de blessés, nous avons enregistré 13 582 durant les 10 mois de 2020, Oui, cette contre dernière année. 18 598 en 2019, soit une baisse de moins de 3036, soit un taux de moins de 18. D'accord. En matière de décès, nous avons enregistré 491, Rabbi yarhamhum, Wallah yarhamhum. contre 580 en 2019, soit une baisse de moins de 89 décédés, soit une baisse de moins de 15%. Donc globalement, les indicateurs Oui. ont baissé. D'accord, Voilà. très bien. Donc aujourd'hui, justement, c'est la vitesse d'abord qui est remise en cause et aussi le respect, le respect du code de la route aussi. On peut Voilà. parler également de ça, notamment auprès des jeunes peut-être. Tout à fait. Donc le premier facteur, c'est l'être humain. Et quand on parle d'être humain, c'est la vitesse. Et il y a des vitesses Exact. vraiment Oui. énormes. Et aussi le non-respect du code de la route. Le non-respect du code de la route qui des fois nous emmène à des situations dramatiques. On constate Tout à des fait. accidents spectaculaires. Oui. Donc C'est vrai. prudence sur la route. Et il faut faire du véhicule, de la conduite une joie et non Bien un moyen sûr. d'expression. Et il faut que les jeunes sachent aussi que le véhicule, ce n'est pas le prolongement de la personnalité. Bien Ce sûr. n'est qu'un moyen de locomotion. Exactement. Maintenant aussi, j'interpelle aussi les parents pour leur dire aussi que s'ils ont des enfants, des adolescents, parce que l'amour de la motocyclette Oui, coïncide justement. avec l'adolescence. Exactement, c'est un tout autre problème, j'allais y venir. Donc aussi, on constate le problème des motos, de leur manière de conduire qui est vraiment irresponsable, notamment parce qu'elles sont conduites par des jeunes, Tout à fait. Donc inconscients peut-être. on interpelle aussi les parents. Quand on voit que son fils ou sa fille aime conduire la motocyclette Oui. durant l'adolescence, parce que l'amour de la motocyclette vient avec l'adolescence. Oui. Et là, j'exprime aussi un grand respect pour ceux qui conduisent la motocyclette. Prudemment, il y a des amoureux de la motocyclette. Tout à fait, oui. Donc, qui, à travers eux, véhiculent beaucoup de messages et de prévention. Donc maintenant, en matière de motocyclette, c'est que
il faut dire que nous, les dispositifs sécuritaires ont des instructions fermes. Tout à fait. À ce que le casque déjà. Le casque de protection et aussi le respect de la conduite motocyclette. Oui. Vous avez constaté au niveau des barrages, on interpelle beaucoup de jeunes qui sont sans casque, on les verbalise. Tout à fait, oui. Oui, plusieurs fois on voit justement des jeunes avec des policiers qui les arrêtent. Donc on se montre intransigeant à l'égard de ces jeunes, pour leur santé bien sûr également, et également pour la sécurité des autres, parce qu'on est en tant qu'usager, donc il faut qu'il y ait cette notion de partage de la voie publique. Il y a aussi le téléphone qui cause toujours problème. L'utilisation du téléphone portable. Et pourtant, c'est rien de mettre un kit. Oui, un kit tout main, à fait. Parce que, et on voit que vos services sont à cheval également. On le voit quotidiennement sur les autoroutes. Que la plupart des citoyens maintenant sont habitués à mettre la ceinture de sécurité. Oui, ça. Même quand on va à l'étranger, dans des pays voisins. On reconnaît l'Algérien à travers sa ceinture de sécurité. Donc ça nous fait plaisir. Oui, tout à fait. Là, c'est un geste qu'on a bien adopté. Oui. Ben, écoutez, un dernier mot, monsieur. Donc un dernier mot, Inch'Allah, je souhaite que du bonheur pour l'ensemble des Algériens et des citoyens. On est à la fin de l'année, Inch'Allah, Inch'Allah, la prochaine sera meilleure. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on et il faut qu'ils sachent aussi qu'on est là pour les protéger, on est là pour les accompagner. Et il faut savoir aussi que parmi l'instruction essentiel du commandement, c'est d'accompagner le citoyen en pareille circonstance. Donc on est là pour les accompagner. Ça reste votre mission principale. On est là pour les accompagner. Vous ne voulez pas du mal aux citoyens, bien au contraire, vous voulez son bien. On veut que du bien, on est là pour les protéger, on est là pour les accompagner, on le sera toujours à leur service. Merci. Merci pour ces belles paroles. Très bonne journée. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Très bonne journée à vous et prenez soin de vous. Et donc, on rappelle que l'émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant de retrouver notre dernier invité, je vous propose de découvrir ce reportage concernant la reprise du trafic aérien. Et on revient juste après. À tout de suite. Le 737 d'Air Algérie en provenance d'Alger s'est posé en milieu de journée sur le tarmac de l'aéroport Agnar Hamor Bey de Tamanrasset. Ici, les voyageurs sont soulagés après une attente de 9 mois, vu la distance qui sépare Tamanrasset des autres villes du nord du pays. Nous ne pouvions vraiment pas venir par route. La reprise du trafic aérien est une bénédiction. Nous sommes très heureux de pouvoir reprendre l'avion. Le protocole sanitaire est respecté, la distanciation physique et le port du masque, que ce soit au niveau de l'aéroport Houari Boumediene ou ici à Tamanrasset. Cette reprise d'activité aéroportuaire a été caractérisée par le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19. Les vols ont été également programmés en fonction du couvre-feu. Les mesures de prévention sanitaire ont été mises en place depuis le mois de juin. Le port du masque obligatoire et la distanciation physique sont respectés. Une équipe médicale est sur place pour le contrôle des voyageurs à l'embarquement et aussi à l'arrivée. La reprise des vols est un indicateur positif pour la relance des voyages touristiques qui ont connu un marasme ces derniers temps du fait de la pandémie de la Covid-19. Les agences de voyage ont constaté une forte demande pour la wilaya de Tamanrasset. Beaucoup de voyageurs veulent passer le réveillon ici. Une reprise tant attendue par les habitants de la région ainsi que par les professionnels, dans la mesure où elle leur facilite les déplacements de et vers le nord du pays, d'autant plus que la région de la Hagar s'attend à de grands flux de touristes d'ici la fin de l'année. Et voilà, il est temps pour moi de recevoir mon dernier invité. Il s'agit de monsieur Omar Akham. Bonjour. Bonjour. Désolée d'avoir mal prononcé votre nom tout à l'heure. Pas de souci. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes consultant et formateur en sécurité informatique. C'est ça. Voilà, donc en ce moment, vous le faites au sein d'un établissement, IT Talent School. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'établissement? Bien sûr. Donc, IT Talent School, c'est un établissement de formation professionnelle, donc il est agréé par le ministère de la formation professionnelle. D'accord. Il fait des formations spécialisées dans le domaine IT, donc les technologies de l'information et de la communication. Et parmi les formations qui sont disposées, nous avons le volet cybersécurité, tout ce qui concerne la cybersécurité. Donc, nous avons principalement des formations de sensibilisation pour les entreprises. Donc ça concerne bien sûr
tous les travailleurs, le grand public, parce que c'est une campagne de sensibilisation. Oui. Nous faisons aussi des formations dans le piratage éthique, c'est-à-dire qu'on forme des pirates. Oui, tout voilà, à fait. mais qui travaillent dans un cadre légal, bien sûr. Après, on va définir ce que c'est qu'un pirate éthique. Et nous faisons donc des formations dans tout ce qui est équipement et solutions de sécurité informatique. Donc tout ce qui est pare-feu, antivirus, des solutions bien sûr qui sont orientées entreprises. D'accord. Donc en Voilà. fait, vous assurez plusieurs formations dans ce domaine. Et aujourd'hui, justement, avec vous, nous allons nous intéresser à une formation très particulière, j'ai envie de dire un peu on peut le dire peut-être. Il s'agit de hacker éthique. C'est ça. Voilà. Donc parlez-nous un petit peu de cette formation. Donc la formation de pirate éthique. Donc tout d'abord, si vous me permettez, donc de présenter d'abord ce que c'est que pirate éthique, parce que c'est composé de deux mots. Donc nous avons le mot pirate et le mot éthique. Donc pour éthique, je pense que c'est un mot qui est déjà connu. On a l'habitude de l'entendre même dans les médias, peut-être dans les médias arabophones, sous le nom de Khlaqiyat Mihna. Exact. Voilà. Et puis on a la partie pirate. Donc pour l'historique, les pirates informatiques, donc c'est une notion qui existait depuis les années 60. Oui. Un pirate était défini comme un expert en programmation. D'accord. Voilà. Après, ça a évolué avec le temps et actuellement, on définit un pirate informatique comme une personne qui s'introduit dans des systèmes informatiques de façon... peut-être En fait, il y a plusieurs raisons. Donc, ça peut être défectueux, ça peut être mal entretenu, ça peut être par manque de mécanismes de sécurité, ou ça peut être même par des complices en interne. D'accord, voilà. Très bien. Donc, oui, continuez. Donc, pour pouvoir former un pirate éthique, il faut se mettre dans la peau d'un pirate. D'accord. Voilà. Tout à fait. Un agent secret un petit peu aussi. Très bien. Oui. Donc, le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Donc, pour préparer une attaque sur un système informatique, donc il y a plusieurs phases. Donc, la première phase, qui est la plus longue, c'est la phase de reconnaissance. Donc, il va essayer de reconnaître le système cible qu'il veut attaquer. Donc, il va récolter le maximum d'informations pour pouvoir s'introduire. C'est une opération qui peut atteindre jusqu'à 6 mois, une année de reconnaissance, de recherche, pour pouvoir trouver et élaborer sa stratégie pour s'introduire à l'intérieur de ce système. Alors, la deuxième phase, c'est la phase donc préparation de l'attaque. Il élabore sa stratégie. La troisième phase, c'est qu'il va exécuter son plan d'attaque et essayer de s'introduire. Bien sûr, les motivations sont multiples. Donc, quand on parle de pirate, on parle de quelqu'un de malveillant. Donc, il peut faire des dégâts. Donc, il peut faire de la destruction, du vol de données, etc. Et à la fin, donc, il va essayer de maintenir donc, une porte dérobée pour pouvoir revenir une autre fois si jamais donc, on met à jour les systèmes, etc. D'accord. Voilà. Donc, dans la formation de pirate éthique, donc la différence entre un pirate et un pirate éthique, c'est qu'un pirate éthique travaille dans un cadre légal. Voilà. C'est-à-dire qu'il a un document à signer, réglementé, avec des points bien précis, donc qu'il doit vérifier, qu'il doit tester, des informations. Donc il faut toucher à ça et non pas, pas à ça. Arrêter tel service et ne pas arrêter tel service, etc. Voilà. Donc, en fait, on forme des pirates, mais toujours, on leur explique qu'il faut travailler dans un cadre légal. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'un hacker est une personne curieuse, débrouillarde, qui aime résoudre les énigmes, mais il faut aussi donc qu'elle ait des compétences, j'imagine, techniques poussées. Bien sûr. Dans le domaine de l'informatique. Le domaine de piratage, éthique, peut avoir... ou de la cybersécurité en général, en fait, il faut un profil polyvalent. Voilà. Donc, il doit pratiquement connaître tous les domaines. Il doit connaître les sites et les applications web, les applications mobiles, les réseaux, les systèmes de sécurité, les antivirus. Il doit connaître le fonctionnement de la plupart de ces domaines. D'accord. Donc, généralement, les pirates ou les pirates éthiques, donc, ce sont des gens très techniques. D'accord. Et aujourd'hui, quand fait-on appel justement à un hacker éthique? Dans quel cas de figure? On a deux possibilités. Un, pour tester l'efficacité du système de sécurité qui est mis en place. Donc, on est obligé donc, de recruter un esprit de hacker, donc
hacker éthique, donc pour essayer donc, de contourner les mécanismes de sécurité. Deuxième cas de figure, c'est lorsque notre système a été piraté. Voilà, donc on va essayer de faire de l'audit pour essayer de trouver comment on s'est introduit à ce système pour combler ces vulnérabilités ou ces failles de sécurité. D'accord. Et justement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des systèmes plus vulnérables que d'autres? Je peux vous dire que la sécurité absolue, ça n'existe pas. Du moment qu'on a un système qui est massivement utilisé soit par les entreprises, soit par le grand public, il est directement ciblé. Donc plus on utilise un système, plus c'est ciblé. D'accord. Et aussi, donc aujourd'hui, au sein de votre école, vous assurez ces formations. Justement, quels sont les profils des personnes qui sont intéressées par cette formation? Des jeunes, des moins jeunes, des chefs d'entreprise, des... En fait, on a différents profils. Souvent, c'est des administrateurs système, réseau et sécurité. Donc, il y a des personnes qui sont chargées de la sécurité informatique. Souvent, ils viennent découvrir les méthodes avec lesquelles les pirates s'attaquent. Parce que eux, ils sont souvent dans la partie défensive. Oui. Ils ne connaissent pas toujours les méthodes d'attaque. Donc, parfois, avec des démonstrations, ils sont bluffés parce qu'ils sont en train de voir. D'accord. Parce que là, on met un système de sécurité, mais on n'étudie pas ces vulnérabilités. D'accord. Donc là, on montre un petit peu l'esprit du pirate, donc comment il réfléchit pour pouvoir contourner ces mécanismes de sécurité. C'est ça. Et donc, justement, aujourd'hui, comment on peut détecter une attaque? Par des spams ou par autre... Il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça. Donc, il y a des outils, en fait, nous avons deux types d'outils. Nous avons les IPS et les IDS. C'est Intrusion Detection System, c'est le système de détection d'intrusion. Et les IPS, c'est les systèmes de prévention contre les intrusions. Donc, ils sont intégrés dans des pare-feux, des antivirus, et ils nous permettent donc de détecter tout ça. D'accord. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, les antivirus à eux seuls suffisent ou pas? Non, pas du tout. Il y a aussi le comportement de l'utilisateur, celui qui utilise le système informatique. Donc, parfois, on vous envoie un email en vous disant que vous avez gagné 100 000 euros ou 100 000 dollars. Vous avez été tiré au sort. Voilà, et vous avez gagné une voiture, par exemple. Et on vous demande de cliquer sur un lien pour remplir un formulaire, vos informations, etc. Il faut savoir que ceci est un type d'attaque de pirate, de type spam. Donc, il vous envoie un message, un email, et dès que vous cliquez sur ce lien, il y a un programme informatique derrière qui va essayer de rechercher des vulnérabilités sur votre machine, sur votre système, et essayer de prendre le contrôle de votre machine et vous faire pirater. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu justement un rapport entre le hacking et l'intelligence artificielle? Dans les deux sens, ça existe, bien sûr, parce qu'actuellement, les systèmes de sécurité qui sont en train de... donc, ils incluent, on les appelle donc des systèmes de sécurité nouvelle génération, les NG, Next Generation. Donc, ils incluent à l'intérieur des programmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire de l'apprentissage sur les différentes requêtes qui arrivent sur eux directement. Ils essaient d'analyser, de comprendre est-ce qu'il s'agit d'une attaque ou pas. Et ils apprennent au fur et à mesure. Voilà, ils deviennent efficaces, de plus en plus efficaces avec le temps. D'accord. Donc aujourd'hui, hacker éthique est un métier. Exact. Oui. On est payé pour ça. Les entreprises, justement, sont à la recherche de ce genre de profil. C'est ça. Surtout avec la conjoncture actuelle. Donc, tout le monde se met à l'outil informatique, à la digitalisation et au télétravail. Et du coup, donc, il faut penser à sécuriser son système informatique. Et donc, on fait appel à des pirates éthiques pour tester l'efficacité des systèmes mis en place. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons revenir justement à votre école par rapport à la pandémie. Est-ce que vous assurez les formations ou que vous êtes en stand-by? Actuellement, on est en stand-by. C'est un problème de texte de loi donc, qui ne nous permet pas donc, de réaliser des formations à distance ou des formations en ligne. D'accord. Et du coup, on se limite uniquement aux webinars, c'est des conférences qui se font en ligne de façon gratuite. On le fait principalement pour la partie sensibilisation. D'accord, voilà. Très bien. Et avant de finir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des hackers connus dans ce milieu? Bien sûr. Qui ont fait des... bien sûr, bien sûr.
Il y en a beaucoup, même des Algériens qui sont très connus au niveau international. D'accord. Bien sûr, la plupart restent sous anonymat, c'est-à-dire qu'ils sont cachés derrière un pseudo. Il y a aussi des fois des films qui sont consacrés justement à l'histoire de quelques hackers. Exactement. J'ai eu à voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, Takedown, un film qui racontait l'histoire d'un hacker. Je n'ai pas retenu le nom, mais ça reste quand même un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes et aussi les gens du domaine. C'est des faits réels et c'est du quotidien. Voilà. Très bien. Un dernier mot? J'appelle les téléspectateurs à assister à nos... Est-ce qu'on peut justement connaître les formations que vous avez à travers les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes présent? Bien sûr, c'est-à-dire sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, ils peuvent faire une recherche sur IT Talent School. Donc, ils vont trouver donc, la liste des formations spécialisées dans la cybersécurité. Merci à vous. Omar Akham, merci d'avoir accepté notre invitation et on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir été parmi nous. J'espère que vous avez apprécié toutes les thématiques que nous avons abordées ce matin. Un petit clin d'œil à toutes les mamans qui nous regardent, à la mienne particulièrement qui fête son anniversaire. Joyeux anniversaire maman, je t'aime très fort. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 8h30 avec toute l'équipe du mardi. Très bonne journée à tous et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. مرسوخين في ذهني حيوا معانا يا الأحباب حيوا النهر الماضي نتفكروا بعد موت الحكايات سهرة معاكم تستجيب ليالي